Ce soir, à TV5, à 19h30, Envoyé spécial vous livre les secrets de la médecine traditionnelle chinoise, des plantes et de l'acupuncture, des recettes qui ont fait leur preuve depuis des millénaires. 21h30, elle frappe des adolescentes en mal de vivre. Grève de la faim, grève de la vie. Comment soigner l'anorexie à Savoir Plus Santé. 23h, le monde du travail évolue et les métiers traditionnels sont en mutation. Olivier Mine s'est penché sur ces changements qui nous concernent tous. Minuit 45. Hormis la particule, qu'est-ce qu'un noble a de particulier? C'est en Pays de Loire que Mireille Dumas est allée à la rencontre d'illustres familles françaises. Envoyé spécial, Savoir Plus Santé, le cercle des métiers et la vie à l'endroit. Aujourd'hui, chez Air France, nous entreprenons la plus grande, la plus difficile et la plus belle conquête au monde, la vôtre. Air France, gagnez le cœur du monde. L'anorexique, par définition, c'est le refus de s'alimenter. Et donc pour moi, l'anorexie, c'est une maladie qui, au départ, est très... Comment dire, on a envie, on se sent supérieur aux autres, on se sent vide, on plane, on est ailleurs. Et en fin de compte, on se sent bien dans sa peau au début d'être anorexique. On est contente de perdre du poids, plus on en perd, plus on a envie d'en perdre. Et plus on en perd, et plus on se trouve grosse. Moi, je suis descendue à 28 kilos, et à 28 kilos, je me trouvais déjà trop grosse. Et tout ça a débuté au moment de l'adolescence? Au moment de l'adolescence, oui. J'étais très complexée, depuis toute petite. Complexée quand j'étais enfant, parce que j'avais des verrues aux mains, parce que j'avais les cheveux roux. Après, complexée parce que mon corps se transformait. Vers l'âge de 11 ans, j'ai eu mes règles. Ensuite, vers 13 ans, ma poitrine a augmenté et j'étais très complexée par mes formes. Vous l'avez mal vécu? Je l'ai très mal vécu, oui. Qu'est-ce qui vous gênait? Le regard des autres, la honte, je sais pas, un malaise, quelque chose de très intense en moi qui est difficile à exprimer, mais qui, je pense, touche beaucoup d'adolescents aujourd'hui. L'amour? L'amour, pareil. Vous n'avez jamais eu de relation sexuelle? Non, jamais, non. C'est quelque chose qui, pour l'instant, me fait peur. Pourquoi ça vous fait peur? Parce que vous avez peur de vous montrer? Non, j'ai peur d'être salie, d'être... de ne plus être moi-même, de ne plus être pure, peut-être. J'ai un mot qui me vient à l'esprit comme ça, mais de ne plus être enfant, peut-être, enfant, j'en sais rien. Peut-être que c'est ça. Vous avez été hospitalisée 3 fois. C'est cela, oui, 3 fois. C'est nécessaire, à votre avis? Quand on arrive à 28 kilos, il est certain que le corps ne réagit plus, le cerveau n'est plus alimenté. Et bon, il y a ça devient, à la limite, quand on est à la limite de la mort, c'est urgent. C'est très difficile d'être la maman d'une anorexique. Oui, c'est très dur. Très dur et... Je trouve que c'est... Pour la famille, c'était... Enfin, ça comme on dit, ça bouffe la famille. On se pose des questions sur soi-même. Est-ce que ça vous est arrivé bien de sûr. vous poser des questions? Au début, on s'est beaucoup culpabilisé, on a beaucoup culpabilisé. Après, bon, ça a passé, quoi, le temps... Enfin, on se sent coupable, c'est sûr. Il doit y avoir quelque chose quelque part qui a cloché. On est perdu, on ne peut rien faire. C'est vrai qu'on ne peut rien faire, on se sent vraiment impuissant. Laure, c'était vous, il y a 4 ans.
Oui, en effet, je me souviens bien. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de chemin depuis là. Vous vous reconnaissez quand même? Tout à fait, images. je me reconnais, oui. Vous n'oubliez rien? Non, j'ai rien oublié de ce passé. J'étais très émue de me revoir. Et maintenant, vous êtes bien dans votre tête? Je me suis bien dans ma tête, oui. Ouais. J'ai fait beaucoup de chemin, j'ai compris beaucoup de choses. Et vous n'avez plus peur d'être salie? Non, Et plus du peur tout. des garçons? Non, puisque je suis mariée. Et que le mari est là aujourd'hui? Oui, Et maintenant, ce que vous voulez, c'est avoir une famille heureuse et des enfants? tout à fait. Comme l'heure, elles sont des milliers d'adolescentes qui souffrent de cette étrange et dramatique grève de la faim qu'on appelle l'anorexie mentale et qui est à la limite une grève de la vie puisque 10% d'entre elles en meurent. Et face à ce trouble psychiatrique et alimentaire, il faut le dire, la médecine tâtonne. Certes, la plupart des malades vont guérir, mais il n'y a pas aujourd'hui un traitement simple, unique, à l'efficacité reconnue pour cette maladie. Oui, et cette maladie devient un fléau social, même dans les journaux, puisqu'on accuse maintenant les mannequins de donner le mauvais exemple en étant des anorexiques de 14 ans qui servent de modèle à toute une génération. En réalité, c'est un malaise d'adolescents et de parents pleins d'angoisse. Alors, pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous aurons le professeur Philippe Jamet. Vous êtes chef du service de psychiatrie pour adolescents à l'Institut Montsouris. Docteur, ce que nous venons de voir avec Laure, c'est l'exemple typique de l'anorexie. Ah, tout à fait. C'est l'exemple typique. On y trouve les traits essentiels, à savoir le paradoxe, à la fois le vide et le sentiment de force, les complexes de l'enfance, le déclenchement à l'adolescence, l'implication de la famille, la peur de la sexualité, tout y est. Monsieur, on vient de voir une jeune fille qui était anorexique, mais en réalité, l'anorexie peut concerner tous les âges. Écoutez, c'est quand même de façon très privilégiée une maladie de l'adolescence, enfin un trouble du comportement de l'adolescence, même si on trouve l'anorexie chez le nourrisson, mais qui est assez différente, et si on peut trouver des formes de la femme adulte, et notamment autour de la quarantaine. Alors, on parle de femmes, il y a aussi des hommes anorexiques? Il y a aussi des hommes, mais qui restent dans une proportion tout à fait stable, malgré l'augmentation du nombre des anorexiques, c'est-à-dire un garçon pour 10 filles. Alors, nous sommes, pour cette émission, associés à notre confrère Pèlerin Magazine, qui, vous le voyez, publie un dossier qui concerne l'anorexie et également la boulimie. Nous verrons pourquoi au cours de l'émission. Donc, il n'y a pas un remède unique, il y a différentes approches que nous allons voir. Premier exemple, c'est à l'hôpital Bichat. Et là, on va mettre l'accent sur l'aspect alimentaire. Les soignants se livrent presque à une sorte de combat avec le malade prisonnier de son jeûne pour le réalimenter. Un reportage de Martine Salvador. Et au fond, là, je te dis, 33 kilos, 1m67, c'est même plus de la maigreur. C'est une catastrophe, ça met en jeu ta vie. Mais il y a un combat quelque part et quand je raisonne, c'est je ne peux pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose, mais quand j'arrive devant, Et quand tu raisonnes ne pas, serait-ce que devant le repas, il y a... qu'est-ce qui se passe devant le repas? Il y a même plus de phrases formulées à l'intérieur de ma tête. C'est je ne peux pas, ça passe pas. Je vais grossir. Si je mange ça, je vais grossir. Oui, mais il faut grossir. Emmanuelle a 30 ans. Elle a déjà été hospitalisée 3 fois dans différents services. Les rechutes, elle connaît. Au service de nutrition de l'hôpital Bichat, où elle est nourrie en partie par sonde, médecins, infirmières, psychologues et diététiciennes vont se battre avec elle contre son angoisse de grossir. Elle pourra suivre une psychothérapie pour tenter de comprendre les causes de sa maladie, mais l'objectif ici est d'abord de la faire remanger. Ça a commencé il y a 6 ans. Comment, je ne sais pas. Ça doit être une... Non, franchement, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que je ne le sais pas. Et d'ailleurs, si je le savais, je ne serais pas ici à essayer de m'en sortir d'abord et de trouver la solution, le pourquoi. Je me suis aperçue donc au cours des hospitalisations précédentes, quand on me laissait libre de gérer moi-même mes plateaux repas, je restais à un poids stable, sinon descendant, tant que je ne me battais pas en fait avec les médecins. Tant qu'ils ne m'imposaient pas leur propre volonté, qu'ils ne me forçaient pas à réagir, il n'y avait rien à faire. Il n'y a qu'une seule obsession, qu'une seule idée, la nourriture. Manger à la limite pour survivre, mais
Ne pas manger pour ne pas grossir. Ou même pas grossir en volume physiquement, grossir le chiffre, le poids. C'est même simplement le chiffre. C'est même pas une histoire pour moi de se voir trop grosse. C'est même pas logique. J'ai plus de vie. J'ai plus la force de pratiquer les activités qui me passionnaient. J'ai plus la concentration non plus pour le faire. Et puis, je n'ai aucune relation avec le monde extérieur. Je me coupe complètement des autres personnes. Et de toute façon, je conçois aussi que l'aspect que je présente peut faire peur aux gens. Premièrement, il faut assurer la renutrition pour qu'elle pèse un poids normal. Et cet objectif-là, objectif premier, est un objectif incontournable. Ici, on utilise la sonde pour réalimenter les malades. Moyen efficace pour atteindre un minimum vital, mais parfois angoissant pour des anorexiques qui veulent maîtriser leur prise de poids. Une semaine plus tard, Emmanuelle Laguerre regrossit. Il faut augmenter ses doses. Elle l'accepte bien, sauf que, enfin apparemment comme ça, sauf qu'elle triche régulièrement. On l'a surpris par 2 fois en jeter une partie dans le lavabo. Qu'est-ce que vous ressentez en face de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes qui ont cette terreur de grossir? Nous, on essaie de les aider au maximum, de contourner les conflits, parce que en trichant, elles nous provoquent un peu. Et c'est ça qui est le plus difficile. Alors, on les écoute beaucoup. Je me dis, il faut qu'on arrive à passer ce cap, il faut qu'on arrive à leur redonner envie de vivre et envie de s'accepter autrement. Et donc, j'ai envie de me battre avec elles, sincèrement. Dans ta chambre, mieux c'est. Tu es passé à 4, avant. Parce que tu as vu que tu progresses très très lentement. Bah oui, mais en augmentant le nombre de flacons là-haut, ça augmente le nombre de calories dans ma tête, ça risque de bloquer un peu sur le... Mais justement, ça, il faut absolument pas que tu y penses. Il faut au contraire que tu te dises, je ne veux pas 4 flacons, donc il faut que je mange. En plus, au moment où j'ai commencé à accepter 3 flacons, on m'en bombarde 4 et on me dit de manger tout ce qu'il y a sur le plateau. Moi, je suis désolée, mais... Tu veux boire un flacon. Mais en fait, la vraie raison, c'est que tu n'as pas envie que les 4 flacons passent. Peut-être que c'est pas complètement conscient. Moi, je veux bien t'accorder ça. Désolée, pour moi, c'est vexant, on me fait pas confiance. Oui, mais je crois pas qu'il faut que tu le prennes comme ça. Hein. C'est pas du tout... justement, nous, on n'est pas là pour t'humilier, on est là pour te redonner confiance. Le problème, c'est que je veux prendre du poids parce que je sais qu'à ce poids-là, je peux rien faire, je peux pas vivre. La deuxième chose, c'est leur faire retrouver un comportement alimentaire normal, c'est-à-dire des repas normaux, avec des phases de repas normales, sans angoisse, sans excès d'humeur, sans panique après le repas. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en forçant, en réapprenant aux gens à manger, vous allez pouvoir leur permettre de dépasser leur maladie? Je crois que c'est une bonne partie du traitement, oui. Je vais dire plusieurs choses. Premièrement, un certain nombre de ces malades guérissent sans comprendre et sans que je comprenne pourquoi ils s'en sont arrivés là. Deuxièmement, il y a dans l'altération de l'état nutritionnel, dans la malnutrition, tout un tas d'éléments qui renforcent l'anorexie des malades. Quand on est dénutri, on n'a pas faim. Quand on est dénutri, on a le muscle, par exemple, le muscle de l'estomac ou de l'intestin qui fonctionne moins bien. Du fait, on assimile peut-être un peu moins bien les aliments. On essaie de restaurer des fonctions. Et la première chose à faire, et c'est important, c'est vous avez un corps. Ce corps, il fonctionne selon des règles immuables, des règles qui existaient avant vous et qui existeront après vous. Apprendre aux malades à manger équilibré, à retrouver du plaisir, c'est le rôle difficile de la diététicienne. Sa méthode, le forcing. Vous avez petit à petit à travailler votre approche alimentaire, à essayer d'éloigner vos angoisses alimentaires. Tant que vous mangerez des demi-pains, des quarts de beurre ou des cinquièmes de courgettes, on n'ira pas loin. Et puis, il y a toujours la possibilité, si ce n'est pas le cas, parce que c'est ce que vous faites pour le moment, d'augmenter la sonde si vous n'arrivez pas à démarrer. On ne peut pas se permettre de vous laisser dans cet état de dénutrition grave. Je vous ai expliqué que la seule manière de
de réussir ou de démarrer cette réussite, c'est de choisir ces aliments qu'on déteste, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas mettre dans sa bouche, les choisir, puisqu'ici vous avez le choix, la liberté des aliments, les choisir, vous trouver en situation de conflit quand le plateau arrive, et ne pas vous poser de questions, sauter dans le vide et les manger. Après on en parle, mais tant que ça ne reste que de la pure théorie, on ne peut pas en parler. Il y a qu'à Faucon, on est en train de visiter le Japon. Emmanuel, il y a 6 ans de maladie derrière vous. On veut vous sortir de là. Alors faites monter du lait, faites monter de la charcuterie, comme ça vous serez sûr que j'y toucherai pas. Et le soutien de l'autre. Je ne ferai rien monter que vous n'avez pas choisi. Au-dessus d'un certain poids, j'entends un poids par rapport à une taille donnée, bien sûr, la probabilité de rechute est faible, alors que en dessous de ce même poids, par exemple 45 kg pour 1m63 ou 64, le risque de rechute est important. Et ça, quand j'essaye de demander à mon ordinateur si autre chose peut l'expliquer, il n'y a vraiment que le poids qui l'explique. Pour Nicole, comme pour bien d'autres malades, la méthode est efficace. Elle remange, renoue de bonnes relations avec son entourage. Nicole, qui revient de loin, va sortir bientôt. Il m'a dit, de toute façon, tu n'as pas pour longtemps à vivre. Vous vous souvenez en consultation? Et j'ai très bien compris. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai un mari, j'ai des enfants. Tout le monde me dit que je suis une bête, je suis abominable et tout. Maintenant, je n'ai plus à plaire. Je veux me plaire à moi, je veux vivre moi. Et j'y arrive. Maintenant, le corps, je lui insulte. Allez, je lui dis, allez, on y va. Tu vas être mieux ton corps. Ah oui, absolument. Et je suis mieux là-dedans. Emmanuel, d'abord, merci d'avoir accepté de témoigner, parce que les images qu'on avait ne sont pas faciles à montrer, et pour vous, à regarder non plus. C'était pas facile à vivre déjà. Ouais. Et vous êtes sorti de l'hôpital aujourd'hui pour venir nous voir. Oui. Vous y retournez demain, je crois. Dès ce soir même. Oui. Et vous êtes venu parce que vous avez voulu nous montrer que vous avez quand même pris quelques kilos. Oui. Combien? Actuellement, j'en suis à 5 kilos, mais c'est lent et ça va encore être long. Et ça va être encore dur. Long et difficile, oui. Mais on vous voit sourire aujourd'hui. Bah oui, parce que je recommence à me nourrir un peu plus normalement. J'ai repris du poids et je l'accepte mieux et je me sens mieux aussi. Et c'est ça aussi qui est difficile à comprendre, c'est que pour aller mieux, il faut reprendre du poids et c'est la première chose. Mais pour accepter de reprendre du poids, il faut aller mieux aussi. Enfin, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Mais quand ça va mieux, ça va doucement, mais ça va mieux, de mieux en mieux. Oui. Mais la première chose pour aller mieux, c'est déjà de reprendre du poids et sans l'accepter. Et c'est ça qui est vraiment difficile et pour lequel il a fallu se battre au début. Maintenant, il y a moins de lutte. Alors, on va vous dire bravo déjà. Merci. Docteur Jamet, pourquoi cette terreur de ces jeunes filles de grossir, alors qu'elles sont toutes minces, maigres? Oui, mais ça reste encore largement un mystère. Elles l'ont dit très bien elles-mêmes. Mais c'est la peur, je crois, avant tout, d'être débordées par leur appétit. C'est-à-dire, si je recommence à manger, je ne vais pas m'arrêter. Cette peur de ne pas pouvoir se contrôler. Et ça, c'est le grand paradoxe de l'anorexie, c'est qu'on voit que derrière cette façon de s'affamer se cache en fait une envie de tout avaler, mais d'avaler d'autres choses que la nourriture. Le problème, c'est que ça se focalise sur la nourriture. Alors, oui. Oui, on a quand même le sentiment là que dans ces rapports, vous faites un véritable rapport de force au départ. Vous imposez l'alimentation. Alors, est-ce que ça peut aller encore plus loin que ce qu'on a vu? Il peut arriver, et cette jeune fille nous le dit, qu'on soit obligé en effet d'imposer. Mais je crois que tout le monde est d'accord, si vous voulez, que le traitement repose sur un trépied. Il faut traiter la dénutrition, parce qu'elle peut être mortelle, et puis parce qu'il y a ce cercle vicieux dont vous avez très bien parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on est maigre, plus on a, au fond, potentiellement faim, et plus on a peur de ne pas se contrôler, et plus on se voit grosse. Et on est grosse de tout son appétit. Alors il y a cet enchaînement quasi-toxicomaniaque qu'il faut rompre. Donc il faut renourrir, ça c'est sûr. Il faut aussi s'occuper des complexes, tout ce qu'on a dit, ça c'est la psychothérapie. Il faut s'occuper de la famille, c'est toutes les approches familiales. On est tous d'accord sur ces 3 domaines. Mais la proportion va varier en fonction de nos options, et va varier aussi en fonction de la patiente et du moment de son évolution. Parce qu'il n'y a pas une anorexie. Il faut bien voir que c'est un comportement au fond qui, pour la patiente, est vécu comme un comportement adaptatif. C'est une façon de chercher à s'équilibrer.
une façon qui les piège, mais quand même une certaine façon d'essayer de se retrouver. Et que ce comportement, il survient dans des contextes et sur des personnes très différentes les unes des autres. Et ça conditionne une partie de l'approche. Oui, mais alors là, vous avez dit une chose, un attachement quasi toxicomaniaque. Et effectivement, on a l'impression que le malade est pris par son jeûne. Mais comment on peut avoir une toxicomanie vis-à-vis de ce qu'on ne prend pas, de ce qu'on ne mange pas? Ça, je ne peux pas comprendre. Mais je crois qu'on a une toxicomanie à l'égard d'une attitude, d'un comportement, c'est-à-dire là, être plus fort que ce besoin qui risque à tout moment de vous déborder et de faire qu'on n'est plus soi-même, hein, qu'on serait esclave, emporté par un appétit qu'on ne pourrait plus contrôler. Donc, elles deviennent, en effet, elles ont un sentiment de maîtrise, elle a très bien dit, cette jeune fille, aussi un sentiment de triomphe, de satisfaction et de supériorité, à se sentir plus forte qu'un besoin qui est vécu comme quelque chose qui, à la limite, ne leur appartient pas, qui les dépasse. Et devenir drogué à être plus forte que ce besoin, c'est en effet ce qui guette malheureusement l'anorexique. Mais je crois que d'ailleurs, elle pourrait éventuellement en témoigner elle-même. Oui, mais alors vous avez dit une autre chose, la peur que si on mangeait, on ne pourrait plus s'arrêter. Et justement, il y a le danger de basculer d'un extrême à l'autre. Alors là, je reviens au témoignage de Laure. Il y a une autre partie de votre témoignage, Laure, qu'on n'avait pas passée et qui concerne vos phases de boulimie. Phase de jeûne et tout à coup, phase de boulimie, voilà ce que vous nous aviez dit et montré à l'époque. Sur cette table, il y a ce que vous mangez pendant vos crises de boulimie. Oui, il y a ce que je mangeais pendant mes crises de boulimie, et encore ce n'est rien, il y avait encore plus, donc je mangeais du tartifil, une plaquette de beurre par jour, des tablettes de chocolat, 5-6 litres de lait par jour, des conserves, du riz au lait, des pâtes, des petites pâtes aussi encore, des céréales, de la purée, des casseroles de purée. Là, c'est minime par rapport à ce que je mangeais. Je mangeais des flûtes entières aussi, et plein de gâteaux, enfin des choses... Toute seule. Toute seule. Et je regardais, je me chronométrais, je regardais l'heure. Il fallait que j'engloutisse ça en l'espace d'une heure pour pas que ça aille dans le bol alimentaire, ce qui fait que pour pas que ça descende et que je puisse me faire vomir après. Docteur Jamet, ces phases d'anorexie-boulimie, c'est courant chez les jeunes filles? En effet, c'est assez courant. Ça le devient d'ailleurs de plus en plus, semble-t-il. Et environ un peu plus d'une anorexique sur deux aura une phase boulimique au cours de son évolution. Ce sont les deux phases d'un même dérèglement alimentaire et mental? Voilà, je crois qu'on voit bien l'autre versant et qu'on comprend bien pourquoi, en effet, l'anorexique se vit toujours grosse de cette potentialité de dévoration. Et là, on voit plus nettement ce côté toxicomaniaque dont vous parliez tout à l'heure, mais il existe avec la même exaltation dans le fait de pouvoir se priver. La privation, au fond, est aussi un sujet de satisfaction et de maîtrise auquel on devient dépendant, de la même façon qu'on dépend de l'inverse, de la nourriture. Donc l'anorexie est souvent liée à la puberté et à l'hôpital de Bicêtre, dans la région parisienne, un service accueille depuis des années ces adolescentes en grève de la faim. Et là, c'est une deuxième approche de la maladie qui est proposée avec la rupture totale et momentanée. Martine Salvador nous présente cette deuxième méthode. À Bicêtre, l'équipe du docteur Alvin bénéficie d'une longue expérience dans le traitement des anorexiques, même pour de très jeunes filles comme Sarah, 14 ans, qui vient d'être hospitalisée. Est-ce qu'il y a des points dans ton contrat là, qui te sont encore un peu, disons, pas très clairs ou tu voudrais qu'on te précise un peu? Pour l'instant, ça va. D'accord. La plupart des anorexiques sont suivis en consultation, mais lorsque l'hospitalisation s'impose, elle est longuement préparée par l'un des pédiatres du service. Ici, en effet, tout repose sur l'adhésion du jeune au contrat, sorte d'engagement réciproque qui fixe le cadre de son séjour. Il est évident que quand un patient est dans le service, que cette hospitalisation a été programmée, qu'il est d'accord sur le principe d'être là à l'hôpital, malgré des résistances bien légitimes, qu'on a pu expliquer l'intérêt de la séparation d'avec la famille, eh bien la moitié du travail est fait. Un des gros problèmes chez ces enfants, c'est qu'ils sont dans un climat de dépendance extrêmement fort avec leurs parents et vice-versa, et que
ce lien-là extrêmement fort y est pour quelque chose, si vous voulez, dans la difficulté à se sortir de ces symptômes, disons-le. Et l'hospitalisation sous contrat, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisqu'il s'agit vraiment d'un contrat, eh bien, suppose toujours une séparation d'avec la famille. C'est sûr que l'hospitalisation, je crois qu'il faut la voir comme une épreuve presque initiatique à la limite. Vous voyez, on va mettre cette jeune fille, mais nous avec, face à une épreuve commune. Pour le poids, par exemple, eh bien, nous allons simplement aider cette jeune fille par des petits moyens, hein, qui sont des petits moyens, disons, entre guillemets, de récompense. Par exemple, une fille qui aurait été isolée dans sa chambre, eh bien, au prix de 2 kilos, par exemple, eh bien, elle pourra sortir une demi-journée. Et puis ensuite, si elle prend peut-être 2 kilos de plus, eh bien, elle sortira toute la journée de sa chambre. C'est une façon de reconnaître, si vous voulez, le progrès accompli. Et puis, c'est donner accès à cette jeune fille à un plaisir qu'elle va finir par désirer très fort. La plupart des malades sont libres de leurs mouvements dans le service, mais le contrat prévoit parfois un isolement total, sans aucun contact avec l'extérieur. C'est le cas de Céline, qui n'a pu sortir de sa chambre pendant 2 semaines. Une épreuve difficile à comprendre s'agissant d'adolescentes en difficulté, une épreuve pour la malade, mais aussi pour son médecin traitant. Et comme elle était particulièrement hyperactive, ressassant des choses pour échapper à elle-même, enfin, j'ai pensé qu'elle avait besoin, en plus d'être isolée dans sa chambre, c'est-à-dire d'être seule vraiment face à elle-même. Elle peut s'illusionner quand elle a toutes ses activités, son travail scolaire, les scénarios habituels autour de l'assiette, du plat, de l'alimentation qu'elle joue 3 fois par jour chez elle. Quand il n'y a plus personne pour la regarder, quand il n'y a plus de choses à jouer, on est quand même un peu obligé de se rendre compte que ça ne va pas. Quand je suis arrivée ici, je me suis retrouvée dans cette chambre, je me suis dit, je veux sortir vite, quoi, c'est clair. Et donc peut-être que c'est un catalyseur, parce que si j'avais pas été isolée, j'aurais pas eu autant envie de sortir vite. La 2e semaine, ça a été atroce, parce que autant je disais la première semaine a été bénéfique, je l'ai senti, ça m'a permis de réfléchir. Mais la 2e, c'était plus supportable, quoi, d'être enfermée toute seule, donc c'était presque inhumain, quoi. Et vous l'avez dit au médecin? Ouais, il m'a libérée le mardi. Donc en fait, je suis restée en tout 16-17 jours, comme ça, toute seule. Et donc les derniers jours ont vraiment été atroces. C'était pénible et surtout, c'était le week-end de Pâques. Donc j'ai pas mal pensé à ma famille. Et puis donc tout ce que j'ai réussi à faire, c'est limite une dépression en plus de l'anorexie. Donc c'était pas très bien joué, je crois. J'ai hésité parce qu'elle avait l'air de souffrir beaucoup, ce que je crois. Mais elle me demandait en même temps de tenir ce que j'avais dit. J'avais dit 15 jours, et je ne sais pas comment elle me l'a dit, mais j'ai bien compris qu'elle aurait été très angoissée, probablement. Si j'avais dit, bon, allez, d'accord, on arrête tout, tu sors, c'est pas possible. Moi, je crois que si j'avais pas tenu, d'une part, elle ne m'aurait pas pris au sérieux. C'est-à-dire que mon engagement était pas fiable. Bon, ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect des choses, c'est que, bon, elle avait tenu 8 jours, serrée comme ça, en disant je ne suis pas anorexique, je ne suis pas anorexique. Et d'ailleurs, je vous prouve, elle a repris du poids dès le début, ce qui est tout à fait exceptionnel. Hein. Dès le début de son hospitalisation, elle a pris du poids. Histoire de dire je ne suis pas anorexique, vous voyez, je fais ce que je veux. Si on avait lâché au bout de 8 jours, je pense qu'elle aurait gardé cette conviction-là. La plus grosse difficulté, c'est de savoir s'adapter à l'adolescente et de savoir répondre à ses besoins. Et ce n'est pas forcément les besoins qu'elle nous montre. Ça peut être autre chose. Il faut vraiment savoir parfois décoder un peu. C'est pas forcément leur faire du bien qu'être toujours là quand elles sont isolées, c'est peut-être aussi parce qu'elles ont besoin de se poser. T'as vu les chiens? Ouais, je viens de voir cette belle carte, ouais. Effectivement, bébé labrador, ils sont beaux. Copine? Copine? Ouais. Ça fait plaisir? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Céline peut désormais passer de longs moments avec les autres jeunes aux maladies diverses dans la salle de loisirs. Elle va mieux, elle mange mieux. Ici, pourtant pas de diététicienne, tous les malades ont le même plateau repas. Nous nous méfions des stratégies qui viseraient à rentrer, si vous voulez, dans la question diététique. Le problème, c'est que ces filles sont devenues, et bien avant nous, des expertes en matière de diététique, de nutrition, de calories. Et notre sentiment, c'est que lorsqu'on commence un peu à les embarquer là-dedans, alors on ne fait qu'alimenter, c'est le cas de le dire, cette espèce de délire un peu autour de tout ce qui touche aux calories, au gras, à la diététique, au plat, au 0% et autre chose. Donc, nous préférons prendre un parti pris qui est de leur dire, mais il faut être très honnête par rapport à ça, c'est que nous n'allons pas nous occuper de cette partie-là de la question parce que
pour nous, il ne s'agit là que d'une conséquence d'un comportement et que, en fait, ce qu'on souhaite qu'elles arrivent à faire, c'est à renormaliser leur comportement. Mais pas seulement alimentaire, hein, je veux dire. Tout le reste également. C'est une période dans laquelle on se retrouve soi-même, on se redécouvre ses instincts vis-à-vis de la nourriture déjà, et puis ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis de se redécouvrir physiquement, pas que au niveau de la nourriture, donc physiquement la capacité de son estomac par exemple, parce qu'au début, même si on a la volonté de tout manger et tout ça, et il y a des jours où ça passe bien, il y a des jours où on dort pas de la nuit parce qu'après on a trop mangé, et voilà, donc on redécouvre la capacité de son estomac, et puis on se redécouvre soi-même à part entière, mais totalement, psychologiquement, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est absolument essentiel à la guérison d'une malade de faire une psychothérapie ou pas? Je dirais que ça aide beaucoup, mais que le chemin de la psychothérapie est un chemin difficile pour ces filles. Et donc, je crois que c'est ce qui explique qu'un certain nombre d'anorexiques échappent à certaines prises en charge de ce genre, voient un psychothérapeute 2 fois, 3 fois, et puis décident que ça ne vaut plus la peine ou qu'elles ont tout compris. Le message que moi j'aimerais peut-être dire à l'occasion, c'est que ne pas trop vite reléguer les patients souffrant de troubles du comportement alimentaire au seul travail psychothérapeutique. Parce qu'à ce moment-là, si on raisonne comme ça, on va en laisser sur le carreau 80%. Alors, au départ de cette approche, il y a ce contrat. À quoi ça sert? Je crois que c'est très bien dit, aussi bien d'ailleurs par la patiente que par le docteur Alvin, c'est que ça sert au fond à créer les conditions d'une autonomie, peut-être un peu artificielle, mais qui permet d'expérimenter quelque chose de nouveau, et c'est une sorte de frontière, au fond, qu'on pose à l'extérieur entre les parents et le milieu habituel de l'adolescente, et l'expérience montre que quand cette frontière est très ferme à l'extérieur, eh bien la frontière intérieure qu'elle se met en refusant de manger s'assouplit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il existe au fond la même dépendance à l'égard de la nourriture, la même peur d'être dépendante à l'égard de la nourriture qu'il existe à l'égard des parents et notamment de la mère. Alors pourquoi est-ce nécessaire de séparer de la famille? Est-ce que finalement c'est pas une maladie de la jeune fille, mais une maladie de la famille? Enfin, c'est une maladie qui implique la famille, je dirais. C'est un trouble du comportement qui rend malade quand on s'y enferme et qui implique toute la famille. Est-ce que vous pourriez nous faire le portrait type d'une jeune fille anorexique? Je crois qu'il n'y a pas de portrait vraiment type, mais c'est vrai que la grande majorité sont des jeunes filles qui ont été de très bonnes élèves, qui veulent réussir, qui ont une ambition, un appétit de réussite. On retrouve encore l'appétit très grand, une exigence de performance, et ça depuis la petite enfance, et qui au fond sont plus habituées à se nourrir, je dirais, de l'intérêt qu'elles suscitent chez les autres, que du plaisir de faire des choses pour elles-mêmes. Et ce plaisir à faire des choses pour elles, à le redécouvrir, c'est aussi ce que permet l'expérience de séparation. Pour les pédopsychiatres, cette greffe de la faim est toujours interprétée comme un problème de relation, notamment de relation avec la famille. Voici comment l'interprète le docteur Aldo Naouri. Au moment où quelque chose cloche dans la relation du parent et de l'enfant, l'enfant blessé dans son narcissisme au plus haut point, découvre que le point où il peut le plus toucher son parent, c'est là. C'est-à-dire, non seulement je me suicide pour te faire mal là où tu auras le plus mal, mais en principe, je le distille, ce suicide, et je vais aller petit peu par petit peu, te mettre en face de l'horreur que tu vas vivre à chaque instant, et j'en serai l'agent. Et le plaisir que j'en retirerai sera si grand que je m'en fous de le payer de ma vie. Et c'est ça le drame. Donc c'est une puissance et une forme de règlement de compte tellement violente, tellement formidable, que de temps en temps, il faut pouvoir bloquer ça. Docteur Jamet, il s'agit d'un règlement de compte inconscient, j'imagine. Oui, très très inconscient, et je ne crois pas du tout maîtrisé justement par ces jeunes filles. Et je pense que ces propos-là peuvent peut-être prendre sens dans l'après-coup,
en les nuançant, d'ailleurs, certainement, mais que sur le moment même, c'est une panique qui saisit l'anorexique. Elle est, je crois, débordée, comme elle a peur d'être débordée par ses envies boulimiques, elle est débordée par l'angoisse, au fond, de se retrouver devant une situation nouvelle pour elle. Et c'est ce débordement qu'elle essaie de contrôler par cette maîtrise de ses appétits. Et je crois qu'à ce moment-là, la signification qu'elle pourra dégager secondairement disparaît devant l'ampleur de l'angoisse qui la déborde. Il n'y a pas un petit problème de communication avec la famille qui serait sans profondeur? Il y a des problèmes de communication, mais il y en a chez tout le monde, c'est normal d'en avoir. Mais là, disons que ces problèmes prennent une plus grande ampleur en raison de la dépendance, je crois, dans laquelle est restée justement cette jeune fille, un peu pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, comme si elle était... Le cordon n'est pas coupé. Le cordon n'est pas coupé, mais aussi surtout le cordon de ce qui la valorise. Pas seulement... Parce que c'est des jeunes filles qui peuvent être enfants apparemment très indépendantes, très sûres d'elles, mais en fait très tributaires justement de cette valorisation par le regard au détriment de leur plaisir propre. Je crois que ça, c'est là un peu l'élément essentiel. Donc l'anorexie mentale est toujours le révélateur de problèmes familiaux et par là même, elle implique profondément les parents qui vont se sentir culpabilisés par la maladie de leur enfant, de leur fille en l'occurrence. C'est une épreuve très difficile que doivent affronter aujourd'hui, par exemple, Edith et Jean-Pierre. On n'avait pas l'impression qu'elle cherchait un conflit avec nous par ce biais-là. Hein. En fait, elle était insaisissable, quoi. Hein. C'est-à-dire que je mangerais mieux demain, mais non, mais c'est bon, j'ai bien mangé ce soir. Enfin, combien de fois elle nous l'a fait, oui, ça, oui, hein. j'ai bien mangé. Elle mangeait 3 feuilles de salade et 4 haricots, et à la fin, elle me disait « Ah, bah, j'ai bien mangé ce soir ». Mais je pense qu'elle le pensait sincèrement, en plus. Oui. On lui demandait ce qu'elle avait envie de manger. Et tout en quand même sans lui imposer, mais je lui conseillais fortement de mettre autre chose, en plus de ce qu'elle demandait. Et qu'est-ce qu'elle disait? Comment elle réagissait à ce moment-là? Disons qu'elle se recroquevillait, se refermait sur elle-même. Ça devenait un peu l'enfer. Au début, la première fois, on se dit mais bon, ça peut pas durer. Je veux dire, à un moment donné, elle va bien se rendre compte que sa santé est en jeu, elle va s'arrêter, elle va recommencer à manger, quoi. Alors qu'en fait, c'est une lourde erreur, puisque on sait maintenant que ça peut conduire jusqu'à la mort, quoi, hein, jusqu'à se laisser mourir complètement d'anorexie. Sophie était l'enfant idéal, brillante, ravissante, dynamique. À 13 ans, tout bascule. Elle cesse de manger, perd du poids, se referme sur elle-même, sans rien dire de sa peur de grossir. Et un jour, c'est l'accident. Un malaise pendant un cours de danse, elle doit être réanimée en urgence et hospitalisée. Elle pèse alors 24 kilos pour 1,53 m. Comment a-t-on pu en arriver là? Un mystère qu'Edith, elle-même médecin, ne parvient toujours pas à s'expliquer. Quand on y repense, moi ça me fait peur justement parce que je me suis dit comment ça se fait que je vais laisser continuer à faire une activité physique dans l'état où elle était. Mais je pense que c'était toujours dans l'espoir. Elle fait une activité physique, elle mangera après. Ou alors, c'est vrai. Et puis je crois que c'est un peu aussi pour ça que la plupart des médecins, on se fait un peu piéger aussi parce qu'on voit un paradoxe entre son état physique, fait sa maigreur, et puis finalement l'activité qu'elle peut encore effectuer. On est dans des raisonnements rationnels. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne mange pas, c'est pour emmerder le monde, quoi. Hein. C'est pas pour... On voit le côté rationnel des choses, donc on lui en veut, parce qu'on a l'impression que c'est un acte volontaire, quoi. Au début, en fait, je lui en voulais de me faire ça, hein, de se mettre dans cet état-là. Et puis après, on se retourne sur soi, et puis c'est vrai, on culpabilise. Il y a toute une partie où on culpabilise, on dit mais qu'est-ce qu'on a fait pour que, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu C'est vrai qu'on peut penser que quelque part, elle n'arrive pas à prendre son envol. Donc la relation qu'on entretient avec elle n'est pas la bonne. Donc je dirais qu'on n'est pas coupable ni responsable, mais c'est vrai que notre comportement et la relation qu'on a avec notre fille est certainement une des choses à faire évoluer pour sortir de la maladie. Et ça, je crois qu'on s'en rend bien compte. Lors de son premier séjour à l'hôpital, Sophie va reprendre 17 kilos. Elle semble en pleine forme, la famille respire. Mais bientôt, c'est la rechute. Depuis 5 mois aujourd'hui, elle est réhospitalisée et a bien du mal à l'accepter.
Lorsque nous avons rencontré ses parents, elle venait de fuguer pour la 2e fois. Donc elle n'avait pas envie de retourner à l'hôpital, quoi. Et donc son discours, c'était de dire maintenant je me sens bien. Formule qu'on a souvent entendue. Et c'est pas le fait de rester à l'hôpital qui va me permettre de franchir les dernières étapes qui me restent. Donc quand on la confie à l'hôpital, je dirais qu'il y a un certain soulagement, mais on se pose aussi parfois la question, est-ce qu'ils vont arriver à faire ce que nous, on n'est pas arrivé à faire? On a toujours participé à des réunions de parents qui sont organisées à l'attention des parents anorexiques. On s'aperçoit que finalement, les problèmes insolubles, entre guillemets, auxquels on est soumis, finalement, il y a d'autres qui y sont soumis aussi, puis il y en a qui en sont sortis, puis il y en a qui arrivent. Donc ceux qui arrivent, il faut les soutenir, puis ceux qui sont sortis nous disent, mais vous inquiétez pas, vous verrez dans 2 ans. Donc tout ça, c'est important. C'est bien la conviction qu'elle va guérir qui nous fait vivre, quand même, parce que... Je veux dire, s'il n'y a pas quelque part l'espoir, je veux dire, ça n'a plus de sens tout ça. Docteur Jamet, il y a quelque chose qui frappe, c'est qu'on a l'impression que les parents n'arrivent, comme la drogue d'ailleurs, n'arrivent pas à se rendre compte que leur enfant devient ou est anorexique. Et cette maman est particulièrement frappante parce qu'elle est médecin et elle ne l'a pas vu. Comment on explique ça ? Oui, mais les yeux de l'amour transforment tout, et c'est là où on voit cette complicité, au point qu'on peut penser que par moments les parents ont les yeux de la jeune fille sur elle-même, tellement ils se sentent proches, et ce d'autant plus que c'est quelqu'un qui paraît particulièrement sensé, mais il y a des signes quand même. Il y a des signes, c'est la rapidité et la régularité de l'amaigrissement qui ne s'arrête pas au-delà des limites raisonnables et qui s'accompagnent aussi de ce sentiment de triomphe, de cette hyperactivité, de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'elles font aussi la musculation, elles sont hyperactives, voilà. Première de classe, on ne les voit pas baisser quelque part. Oui, mais enfin si on regarde, on les voit. Simplement, on épouse leurs yeux. Et c'est là où il y a une proximité, de relations qui faussent un peu les données. Mais les parents ont peut-être aussi peur de voir, parce que l'anorexie les culpabilise. Tout à fait. Ils ont peur de voir parce qu'aussi ils ont peur d'entrer en conflit avec cette jeune fille dont ils veulent être souvent si proches, avec laquelle ils voudraient avoir une relation, disons, quasi amicale et justement pas d'autorité. Et si vous disiez tout à l'heure que l'anorexie peut être révélateur des problèmes parentaux, elle est aussi créatrice de problèmes, c'est dans les 2 sens, et je ne crois pas qu'il y ait le plus souvent une cause bien précise, mais c'est là où cette dépendance de cette fille, cette sensibilité aux parents va faire que ce qui survient et qui en soi n'est pas forcément extraordinaire, va la toucher de plein fouet plus qu'une autre, d'où l'importance de travailler avec les parents. Janine, vous avez écrit un très joli livre qui s'appelle L'Enfant Plume, qui est un récit autobiographique. Vous êtes un ancien professeur de lettres et puis vous avez été confronté pendant 10 ans au problème de l'anorexie. Alors vous avez une réflexion de parents qui se remet en cause et qui va mieux? Oui, je dirais que l'anorexie de notre fille nous a appris à être parents. Et nous étions des adolescents quand elle a commencé à être anorexique. Elle avait 15 ans. J'ai 19 ans de différence avec ma fille. Et elle nous a forcés à être parents. Et quand on parle de la séparation entre les enfants et les parents, cette maladie nous a permis justement d'arrêter cette fusion, d'arrêter de nous prendre pour des adolescents, d'arrêter de l'apprendre pour une adulte. Les choses se sont clarifiées. Elle était l'enfant, nous étions les adultes, on se devait de l'aider, mais il ne fallait pas se mettre à sa place. C'est à partir du moment où on a fait ce travail-là, c'est ce que vous disiez, monsieur le professeur Jamet, à partir du moment où on a bien séparé les rôles, les choses ont commencé à aller mieux. Il a fallu que vous vous rendiez compte que non seulement votre fille était malade, mais que vous aviez peut-être un travail à faire. Ah oui, absolument. Quand elle a commencé à être malade, comme tous les parents, ça a été l'effondrement. Le désespoir, une douleur terrible, et puis justement, je n'avais plus rien. Mon monde s'effondrait, je n'avais plus rien, donc Vous dites que c'est comme une ville après un séisme. Oui, et je n'avais surtout plus rien à perdre.
Donc j'ai tenté, j'ai cherché, je me suis mise en recherche. Et j'ai commencé donc une psychanalyse. Et là, peu à peu, j'ai commencé à avancer et à comprendre dans mon passé, dans ma famille, cette longue chaîne justement de mères empêchées d'aimer, qui aimaient, qui avaient des défauts d'amour, disons. Et justement, cette psychanalyse m'a permis d'abandonner aussi quelque chose de terrible qui est la culpabilité. J'ai abandonné complètement cela, j'ai gardé la responsabilité, mais la responsabilité dans le présent et dans l'avenir. Et donc je me suis dit, que faire pour aider notre fille, et non pas pourquoi je lui ai fait du mal. Bon, ça, je l'ai vu, oui, certainement je lui en ai fait, comme tous les parents font des erreurs. Personne n'est un parent parfait, je crois. Mais après, ça a été un cheminement, une recherche dans quelque chose de positif, et avec l'espoir et la certitude qu'elle allait guérir. Alors, je vais résumer d'une phrase. Vous avez dédié ce livre aux parents qui sont comme vous, dans un état de douleur, pour leur parler de 4 mots. Patience, courage, amour et joie. Ce chemin, suivi par Jeannine Tesson, eh bien, vous le retrouvez dans ce livre L'Enfant Plume, un témoignage très lucide et courageux, publié chez Nil dans la collection Documents. Donc c'est clair, il n'y a pas une seule approche, on en a déjà vu 2. Et puis, il y en a d'autres qui s'efforcent d'approcher l'anorexie mentale davantage sur le plan psychique, sur le plan de l'écoute et de la parole, d'essayer de soulager la tête pour libérer l'estomac. C'est avec une telle méthode que Virginie a pu s'en sortir. Elle a parlé à Martine Salvador. Virginie a 24 ans. Depuis 2 ans, elle est suivie par un psychiatre qui, lui, ne l'a pas forcée à reprendre du poids. Il a choisi de l'accompagner dans son besoin de comprendre pourquoi elle n'a pas eu d'autre issue que l'anorexie pour s'exprimer. Avec lui, elle va démêler les fils de son histoire. Ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait 5 ans et seule avec sa mère, elle devient très autonome, la protège. C'est à l'arrivée d'un beau-père que tout se bloque. Face à lui qui s'impose, elle perd ses repères. L'anorexie, c'est un peu le fait de se priver de manger, de s'imposer un régime. C'est une façon de s'imposer en tant que personne indépendante, autonome vis-à-vis de quelqu'un. Et moi, je pense que c'est plus vis-à-vis de mon beau-père. J'arrivais pas à trouver cette autonomie vis-à-vis de lui. Je crois que j'avais vraiment envie de trouver ma vérité, la mienne, de me connaître, de savoir qui j'étais, où j'étais donc par rapport à ma famille. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir rencontré un médecin qui m'a permis de prendre mon temps par rapport à ça. Prendre mon temps, mais je pense que j'en ai gagné justement. Pas aller vite en disant il faut récupérer tant de kilos pour aller mieux, mais il faut récupérer ce qu'il y a récupéré, et c'est pas forcément les kilos, c'est être bien dans sa tête. C'est beaucoup d'amour dont on a besoin aussi, je crois. Alors certains disent, mais c'est d'abord de paroles plus que de nourriture dont ont besoin ces jeunes filles qui souffrent d'anorexie mentale. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, absolument. Pour moi, c'est fondamental. Elle a dit là les choses essentielles. Le problème, c'est que, c'est ce qu'avait dit la première jeune fille tout à l'heure, c'est qu'arrive un moment où on n'entend plus les paroles, où on est pris dans cet engrenage. Et c'est pour ça que les 3 approches qu'on a vues sont complémentaires. Il ne faut pas chercher à les opposer. Elles sont utiles à des moments différents de l'affection, chez des patientes différentes. Et je crois qu'il faudrait garder en perspective, même si on utilise à certains moments la renutrition, même si on impose la séparation, qu'on garde toujours en perspective cet objectif-là. C'est-à-dire qu'elles se reprennent en main elles-mêmes et qu'elles soient auteurs de leur destin, non pas en refusant une nourriture qui les conduit à la mort, mais en entrant en contact avec les parties d'elles-mêmes qui leur font peur. Parce que c'est ça qu'il y a derrière, cette peur de la boulimie, c'est la peur de tous ces appétits, et il faut qu'elles puissent ouvrir un peu la boîte de Pandore, se familiariser avec ce qu'il y a à l'intérieur d'elles. C'est le travail de la psychothérapie, mais toutes n'y sont pas prêtes, toutes ne le peuvent pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher trop à opposer les méthodes, mais à les complémentariser. Alors,
il y a aussi bébé qui ne peut pas manger sa bouillie. Bon, ce n'est pas de l'anorexie, mais c'est déjà un problème irritant, c'est une source de conflit avec les parents. Comment ceux-ci doivent-ils réagir? La réponse du docteur Naouri. Que ce soit le petit âge ou l'âge plus grand, un enfant est malade, c'est-à-dire qu'il est agressé par des microbes ou des virus, qu'il fait 42 fièvres et qu'il est là à se battre pour se défendre. Il lui faut impérativement mobiliser toute son énergie pour se défendre. Or, manger, ça consomme de l'énergie. Donc il n'est pas bête, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de manger pour être dans un bilan énergétique suffisant pour pouvoir se défendre. Quelquefois, sa gorge lui fait mal. Il y a toutes sortes de raisons pour qu'il ne mange pas. Alors, c'est toujours extrêmement mal pris par les parents et par les mamans, et ce qui est regrettable. Le jour où on comprendra que forcer un enfant à manger, ça revient strictement, exactement au même que de le violer, ce jour-là, on aura fait un progrès. Quelquefois, il y a l'anorexie oppositionnelle, c'est-à-dire, je ne veux pas manger. Alors, vous pouvez appeler ça du mental, mais ça n'a rien à voir sur le plan structurel avec ce que c'est que l'anorexie mentale de la jeune fille. Et je ne veux pas manger, justement, je ne veux pas parce que tu me forces. Ce qui est le seul moyen pour moi de me défendre de ta trop grande emprise. D'accord? Eh bien, c'est extraordinaire parce qu'à partir du moment où la chose était suffisamment expliquée aux parents pour que les parents décident de ne plus s'en faire et que l'enfant, et qui refont confiance à la manière de gérer les choses que l'enfant a, l'enfant retrouve à toute vitesse un appétit d'ogre et se remet à manger comme tout le monde. Que se passe-t-il si des parents continuent à forcer l'enfant à manger? Ils sont perdants sur tous les tableaux. Ils sont perdants parce qu'ils ne font qu'aggraver l'anorexie de l'enfant, qui va encore plus radicaliser son opposition. Ils sont perdants parce qu'ils vont laisser dans la psyché de l'enfant et dans le comportement de l'enfant une trace de ce conflit, qui va ensuite lui-même, ça va faire un enfant capricieux, difficile, qui aura mesuré en quelque sorte à la fois sa puissance et la puissance de l'autre, qui aura pris goût au conflit. N'est-ce pas? Bon. Et puis, ils vont perdre aussi parce que l'enfant a une faculté extraordinaire, c'est de faire grève. C'est-à-dire que non seulement il ne bouffe pas, mais en plus, quand on le force, il va prendre une bouchée et mettre une demi-heure à l'avaler. Et ça va être l'horreur, et ça va être les scènes « Mange, mais je te dis de manger !» Ça va être l'horreur. Au lieu d'avoir à élever son enfant dans le plaisir et que l'enfant soit élevé dans le plaisir, ça va être l'horreur. Et la grande leçon de sagesse que tous les parents doivent inscrire au fronton de leur... et le mode d'élevage, c'est un enfant qui ne mange pas est un enfant qui a le droit de ne pas manger, et donc je respecte ce droit-là. Je suis sûre, docteur Jamet, que toutes les mères se sont reconnues dans les propos tenus ici, parce qu'un jour ou l'autre, nous avons tous connu le refus de manger des tout-petits. Alors, ce qui frappe, c'est que là, on dit il ne faut pas les forcer, et arrivé à l'adolescence, on se rend bien compte qu'il faut un contrat, des contraintes, c'est très différent. Voilà, oui, parce qu'il faut s'entendre. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le docteur Naouri, avec beaucoup de vivacité et de plaisir. Mais il y a peut-être un point qui est resté là dans l'obscurité, qui est cher d'ailleurs au docteur Naouri, qui est le rôle du père. C'est-à-dire que là où on est dans une situation bloquée, de conflit de pouvoir, et où en effet ça ne sert à rien de s'entêter parce que le gréviste est toujours plus fort, mais on peut introduire un tiers, comme on introduit un médiateur. Et c'est là où le père... si tu ne veux pas manger la bouillie, c'est papa qui va te la donner. Voilà. On en revient à couper le cordon. Et le père qui vient jouer et reprend les choses différemment. Et ça, cette différenciation des rôles, c'est important. Et c'est peut-être quelque chose qui a un peu manqué tout à l'heure dans le chapitre sur la famille, où on a terminé évidemment avec ce livre tout à fait intéressant sur les mères. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un père et que ce jeu des différences, c'est un espace de liberté. Et alors, il y a l'autre bout de la vie des personnes âgées qui perdent l'appétit. C'est courant au point que cela finit par paraître naturel. Et oui, en prenant de l'âge, on perd de l'appétit. En fait, il n'en est rien. C'est une idée reçue contre laquelle se bat le docteur Monique Ferry de Valence. Est-ce que c'est un plaisir pour vous de manger? Corvée. Ça me fait courir. C'est d'avoir quitté sa maison. Mais je suis incapable d'y retourner. Moi. Je suis ici à vie. Et c'est ça qui est dur? Beaucoup, beaucoup.
Une vraie préoccupation pour le docteur Ferry, dont les recherches ont prouvé qu'une bonne nutrition permet de bien vieillir, mais aussi parce que la malnutrition des personnes âgées n'est pas sans conséquences graves sur leur santé. Ça n'est absolument pas normal et c'est même dangereux pour les personnes âgées de perdre l'appétit. Pourquoi? Parce que leurs besoins énergétiques ne diminuent pas. Ils ont absolument besoin de manger autant qu'un sujet adulte à activité physique équivalente. Le fait de ne pas manger va entraîner des risques d'infection par diminution des défenses immunitaires. Ensuite, on va avoir une diminution du capital musculaire qui est déjà réduit chez les sujets âgés. Cette perte du capital musculaire va entraîner des risques augmentés de chute, d'autant plus qu'il y a déjà souvent une ostéoporose latente et que donc on aura des complications de type fracture du col du fémur qui sont une des causes de dépendance des sujets qui avancent en âge. Et la dénutrition elle-même entraîne des risques à supporter certains médicaments. Je penserais à les couper en rondelles après. Pour stimuler l'appétit des patients et favoriser leur réadaptation, l'hôpital de jour organise des déjeuners par petits groupes. Rien de tel pour ouvrir l'appétit que de confectionner ensemble un bon gratin dauphinois et retrouver ainsi le plaisir des sens et de la vie. On a plus d'appétit, on a plus de... Quand on est Plaisir à manger. de plaisir à manger, ça... Il y a les odeurs ici. Oui, il y a les odeurs, ça nous fait de nouveau comme si on était à la maison. Ça nous a redonné envie de cuisiner et ça nous donne en même temps un but. Hein. Comme ceci, ça va? Ça suffit. Voilà. Et ça bon. Alors il y a des malades qui n'avaient plus d'appétit et qu'ils ont retrouvé par l'odorat d'abord, puisque la cuisson est importante et il y a des odeurs qu'on retrouve de son enfance, de plein de choses. Et puis bon, être tous ensemble, avoir une assiette, c'est tout ce qui incite aux personnes âgées à remanger et non manger dans un plateau. Ici, nous avons des assiettes, comme à la maison, ce qui est important. Et non un plateau où c'est des ramequins, c'est les plateaux télé, donc ce n'est pas très commode pour elles. Elles n'ont pas eu cette habitude. C'est vrai qu'elle est toujours charmante. Toujours souriante. C'est vrai qu'elle aurait souvent des raisons de ne pas l'être, n'est-ce pas? Surtout en ce moment. Et c'est vrai qu'elle est... Eh bien oui, je sais. Je me ferais bien la tête contre les murs. Mais allez, mais non. Mais je sais, alors c'est pour ça aussi que de temps en temps, vous avez aussi pas d'appétit, parce que vous n'avez pas tellement le moral. Oui. Je sais, et ça c'est un des grands facteurs de risque, hein, de perdre l'appétit quand on n'a pas le moral. Bien sûr, chez moi je suis seule, ici je suis en famille. C'est comme si c'était une petite famille pour moi. Et vous avez retrouvé de l'appétit ici? Oui, bien sûr. Oh, je ne mange pas comme un ogre, mais enfin je mange. On a compris qu'il n'est pas normal pour une personne âgée de perdre l'appétit et que derrière se cache là encore un certain nombre de choses. Ça peut être une dépression, j'imagine, mais peut-être aussi le refus d'une situation imposée, non ? Absolument, la brutalité des séparations qui sont imposées à ces gens âgés. Et je crois que c'est très important de souligner justement qu'une dimension de plaisir reste possible. Or, très souvent, on les enterre prématurément comme si on n'avait pas à faire d'efforts pour qu'ils puissent avoir encore du plaisir. Et ça, cette dimension du plaisir, c'est un point aussi qui rejoint l'anorexique, parce que pendant ce temps de la renutrition ou dans le service, quand elle est séparée de ses parents, il faut qu'elle retrouve des plaisirs nouveaux, je dirais à l'abri du regard habituel des parents. Et cette dimension de plaisir est aussi quelque chose d'essentiel. Puis il y a d'autres points de ressemblance, vous savez, c'est que les anorexiques, c'est comme si elles sautaient l'âge adulte. Au niveau des os, de l'ostéoporose, c'est comme si elles allaient directement au stade du vieillard. Et puis enfin, il y a le problème de la séparation qui est commun aux êtres humains et aux anorexiques comme aux gens âgés. Mais le problème de l'anorexique, c'est que la séparation, elle la vit comme étant le fait de son appétit, comme si grandir était se séparer de sa mère, comme si le seul lien possible à la mère, c'était celui de l'enfance et pas un lien nouveau, celui de l'adulte. Donc vous voyez que tout se rejoint quand même, même si c'est sur des modes différents. Et que l'appétit de manger, c'est d'abord et avant tout l'appétit de vivre. Et quand on le perd, on perd les deux. Donc pour comprendre mieux l'anorexie, il y a le livre Cette réflexion de Ginette Rimbaud, Caroline Eliachev, Les Indomptables, à partir de quelques exemples d'anorexiques célèbres, Sissi, Catherine de Sienne, Simone Veil, etc. C'est aux éditions d'Il Jacob. Plus spécifique, plus pratique, sous la direction de Patrick Alvin, Anorexie à l'adolescence chez Douin.
Et puis votre traité de psychologie médicale chez Masson avec Dr Reynaud et Consoli. L'émission se termine maintenant. Merci de votre fidélité. C'était une réalisation de Dominique Giuliani. Passez un très bon week-end. Au revoir. Cette semaine, des nutraceutiques dans notre assiette, la recherche d'objets usagés, le virage vers les médecines douces et les designers québécois s'adaptent à nos budgets. Tendance, jeudi soir, 19h30. Pour la première fois, un train a franchi une frontière européenne à plus de 300 km/h. Résultat, Bruxelles-Paris en 1h25. Pour lutter contre le chômage des jeunes, Mitsmet veut imposer le modèle danois. Le 10 décembre est la journée des droits de l'homme. Amnesty International lance une pétition qui fera le tour du monde pendant 1 an. Bonsoir à tous. Bruxelles-Paris en 1h25, c'est donc une réalité depuis aujourd'hui. Le roi Albert II et la reine Paola ont été les premiers à tester le nouveau tronçon TGV. Et en partant à 10h30 de Bruxelles, ils sont arrivés bien à temps pour déjeuner à l'Élysée avec le président français Jacques Chirac. Valérie Dupont. Il est 10h ce matin, le Thalys Royal est fin prêt pour entamer son voyage inaugural. Aux couleurs de la Belgique, le train n'attend plus que ses hôtes royaux pour avaler les kilomètres à la vitesse de 300 km/h. Les nombreux discours d'inauguration les ayant mis 8 minutes en retard, il est 10h30 quand le roi et la reine montent dans le train direction Paris. Quelques minutes après son départ, le train est sur l'infrastructure TGV. Sire, Madame, Mesdames, Messieurs, nous entrons à présent sur la ligne à grande vitesse. À sa vitesse maximale, le train parcourt 1 kilomètre en 12 secondes. C'est comparable à la vitesse d'une voiture de Formule 1. Les camions sur l'autoroute semblent rester sur place. Il ne faut qu'une demi-heure pour atteindre la frontière française. À peine le temps de s'installer autour d'une table de travail et 1 heure plus tard, la musique de la garde républicaine entame la Brabançonne. Mission accomplie pour le Thalys du roi. De déjeuner avec le roi et la reine, le président français a reçu en coup de vent Jean-Luc Dehaene. Le Premier ministre a profité de la rapidité du train pour aller discuter du prochain sommet européen avec son homologue français Lionel Jospin. À l'Élysée, les souverains ne se sont